Philosophie, une émission de Blandine Kriégel sur Judaïque FM. Bonjour à tous. Nous continuons ce matin notre réflexion sur la République, du passé au présent. Après la démocratie grecque et le populisme dans la République romaine, nous allons nous intéresser maintenant à la République des Hébreux. Avec nous, notre invité Jean-François Ben-Sahel, mathématicien, ancien élève de l'École normale supérieure, président de l'ULIF et coprésident de Judaïsme en mouvement, auteur d'Affronter le monde nouveau, Épître-à-Paul, aux éditions Odile Jacob. Et évidemment, pour l'entourer et traiter notre sujet, le professeur François Guéry, le docteur Marielle David, notre ami Alexis Lacroix, qui va lire le texte, et l'historien Alexandre Adler. Alors donc, nous allons commencer, comme d'habitude, par la lecture d'un texte de Spinoza sur le droit politique des Hébreux. Les Hébreux, une fois sortis d'Égypte, n'étaient plus astreints à respecter la législation d'aucune population étrangère. Il leur était loisible d'instituer des lois nouvelles. Sur le conseil de Moïse, ils résolurent, afin de sortir de cet état naturel où ils se trouvaient, de transférer tous leurs droits, mais à Dieu seul. Dieu fut désormais leur chef politique, et seul l'État ainsi fondé eut le droit de porter, en application du pacte, le nom de royaume de Dieu. En vertu de la Constitution, les articles de la foi n'étaient pas des enseignements, mais un code juridique et une liste de commandements. Les lois de Moïse étaient le droit politique des Hébreux. En fait, la collectivité des Hébreux conserva son droit politique sans réserve. Chacun des Hébreux ne transféra son droit à personne en particulier, mais tous, à la manière des membres d'une démocratie, en firent un égal abandon. Au terme de ce pacte, tous restèrent donc d'abord rigoureusement égaux. Ils se tournèrent une seconde fois vers Moïse. Là, les Hébreux transférèrent alors à Moïse leurs droits. L'État que Moïse légua à ses successeurs ne disposait pas d'une puissance aussi considérable. Il comportait un gouvernement administré. Le droit d'interpréter les lois et de communiquer les réponses de Dieu appartenait à un pouvoir, mais le droit et la puissance d'administrer l'État renvoyaient à un autre. Le grand pontife avait le droit d'interpréter les lois et de communiquer les réponses de Dieu, mais il lui fallait attendre la requête du commandement en chef ou de l'Assemblée suprême. Or, les pouvoirs civils ne pouvaient recevoir de réponse que par l'intermédiaire du grand pontife. Ce n'étaient pas des arrêts de justice, ceux qui administraient l'État n'avaient pas qualité pour rédiger les lois. Enfin, les Hébreux étaient une nation, mais dans le rapport de chacune des tribus avec les autres, ils étaient simples membres d'une fédération. Leur situation était analogue à celle des hautes puissances, les États de l'Union, dans les pays néerlandais. Oui. Avant de me tourner vers nos amis pour ce texte si intéressant, je voudrais au fond vous livrer succinctement quelques idées. D'abord, contrairement à ce qu'on croit, l'intérêt de Spinoza pour la République des Hébreux n'est pas du tout au grand siècle original, parce que au fond tous ceux qui s'intéressent à la politique en font autant. Bien sûr des juifs, mais aussi des protestants, mais également des catholiques. C'est le XVIIe siècle, c'est le grand siècle de la Bible, comme on l'a dit. Et donc, dans les royaumes, où il y a un courant républicain, encore plus dans des républiques comme la République des Provinces-Unies, tout le monde cherche, dans la République des Hébreux, dans la Bible, un modèle alternatif du modèle du droit romain impérial. Et donc, on s'intéresse à la République des Hébreux. Alors, quelles sont les idées qu'on peut retenir de ce texte? Quelles sont les grandes idées? Eh bien, en général, d'ailleurs, de ce texte qui est issu du traité théologico-politique, n'est-ce pas, qui a eu un grand succès de scandale en 1670, quand il a été publié anonymement, on retient la critique de la religion. Mais à la vérité, on oublie l'autre partie, beaucoup plus importante, donc consacrée à la République des Hébreux, où Spinoza tire, comme il dit, d'utiles exemples, n'est-ce pas, des leçons au fond des Écritures, pour instituer
mener une politique républicaine moderne. Alors laquelle? Et c'est sur ces points que je voudrais vous interroger. Il me semble qu'il y a finalement trois idées fondamentales. D'abord, au fond, l'idée que c'est une véritable constitution, un droit politique des Hébreux, n'est-ce pas, que les commandements donnés par Moïse au peuple hébreu ont comme sens. Deuxièmement, évidemment, le pacte. Le pacte qui n'est pas qui est fondé sur l'alliance du peuple juif avec Dieu, mais qui n'est pas un pacte de soumission, comme par exemple dans le modèle voulu par Hobbes, qu'avait lu Spinoza, mais un pacte d'association qui institue une égalité, un gouvernement démocratique. Et enfin, troisièmement, bien sûr, dans cette organisation du droit politique fondée sur la loi, sur la souveraineté de la loi, il y a évidemment une idée promise à un grand avenir, celle de la séparation des pouvoirs. J'ajouterais une dernière chose, c'est que Spinoza dit que ce modèle se rapproche de celui des Provinces-Unies parce qu'il est également fédéral. Et donc, je vais me tourner rapidement vers notre ami Jean-François Bensaël pour lui demander ce qu'il a retenu, lui, de ce texte. Bonjour. D'abord, quelle modernité? C'est-à-dire que si on lisait ce texte sans le passé, sans tout ce que nous avons en tête, imaginons qu'on ne parle d'autre chose que des Hébreux, on se dirait, mais peut-être qu'il nous parle un peu d'aujourd'hui, parce que de quoi nous parle-t-on dans ce texte? En quoi ce texte est vraiment, comme toujours avec Spinoza, le fondateur de la modernité, l'un des fondateurs de la modernité, mais parmi les plus éminents. C'est la fondation de la démocratie, en quelque sorte, puisqu'il est écrit, au terme de ce pacte, tous restèrent donc rigoureusement égaux, ce qui n'est quand même pas rien comme projet. Et il fait référence, il décrit, il analyse une situation qui s'est passée à son époque il y a 2000 ans, d'accord, à l'occasion de la sortie d'Égypte. Donc, l'égalité. D'accord. Deuxièmement, l'égalité, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire l'embryon de la démocratie, ce qui est vraiment, vraiment exceptionnel. Deuxièmement, effectivement, la séparation des pouvoirs, qui est en fait quelque chose de très biblique. Il y a Moïse et Aaron, ce n'est pas les mêmes. L'ordre des pouvoirs ne sont pas les mêmes. Bon, ils doivent cohabiter, on doit articuler leur collaboration. Et ce texte parle un peu, esquisse des éléments pour articuler la collaboration des pouvoirs, de l'exécutif, de l'exécutif et du religieux. Deuxième point. Troisième point, évidemment, la base de tout, il y a la loi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un peuple? C'est un groupe social qui se donne une loi. Qui se donne donc une liberté aussi. Et donc, on a là, dans ce texte-là, un peu les prémices de ce que sera plus tard la politique moderne. La Révolution américaine, la Révolution française, la démocratie, la séparation des pouvoirs. On voit que dans la façon dont Spinoza analyse la République des Hébreux, mais en fait, il suffit simplement de lire le texte. D'accord. Il suffit de lire l'Exode pour voir tout ça. D'accord. Spinoza qui connaissait par cœur les textes, d'accord, pour avoir fréquenté le Cheder, le Talmud Torah pendant des années. On sait très bien qu'il avait dans sa bibliothèque tous les textes des grands auteurs juifs. Et pas que Hobbes, c'est pas que Descartes. Mais il a d'abord une formation juive. Évidemment. Et donc, en fait, c'est pas Spinoza, c'est les Hébreux, cette République des Hébreux, fonde un peu la modernité. Et en ce sens, la Torah est un texte politique. La Genèse ne l'est sans doute pas, mais à partir de l'Exode, ça devient un texte politique. C'est ça qui nous est raconté après. Oui. Alors, si vous me permettez, moi, je suis particulièrement sensible à deux choses que vous dites, Jean-François Bensaël. La première, c'est l'importance de la démocratie, du gouvernement démocratique de la République, parce qu'il est vrai qu'à l'âge classique, Spinoza, si on le compare à Hobbes, si on le compare à Bodin ou même plus tard à Locke, c'est-à-dire des théoriciens modernes, de l'âge moderne, mais qui estiment que le gouvernement monarchique, même s'il est monarchique constitutionnel comme chez Locke, mais est au fond préférable, tandis que lui est le premier à être un théoricien de gouvernement démocratique. Il dit que la démocratie, c'est l'imperium absolutum. Alors, je vous dirais que ça, c'est une chose qui a été depuis longtemps, évidemment, repérée. Certains auteurs américains en font, au fond, le fondateur des Lumières radicales. En revanche,
Ce qui n'avait pas été remarqué, bien que moi, depuis plusieurs dizaines d'années, hélas, je l'ai souligné, mais un peu dans une certaine indifférence, c'est qu'il est aussi le fondateur véritable, enfin à ma connaissance, de la séparation des pouvoirs qu'on attribue le plus généralement à Montesquieu. Quelquefois, on fait un petit retour en arrière vers Locke, mais en fait, c'est chez Spinoza, à partir du modèle de la République des Hébreux, qu'il y a cette idée qu'en fait, il faut distribuer les pouvoirs, le pouvoir de dire la loi, de dire les réponses de la loi, un pouvoir législatif, le pouvoir qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir exécutif, n'est-ce pas, tout ce qui concerne l'administration, qui est distribué dans la République des Hébreux entre effectivement les pontifes et d'un côté et les chefs de tribu de l'autre. Et évidemment la question de la loi. Alors si vous me le permettez, je vais demander, parce que c'est un grand sujet, n'est-ce pas, qui évidemment a un avenir dans l'histoire de la philosophie, je vais demander à François Guéry si, au fond, ça l'a beaucoup frappé, puisque, effectivement, notre Spinoza oppose la fondation romaine, n'est-ce pas, de la politique, César, Auguste et Alexandre, qui sont, au fond, qui divinisent leur puissance d'un côté, sans compter la part de la conquête et de la guerre dans la République romaine, au fond, la fondation de la République des Hébreux, à partir de l'Alliance, à partir de la loi, et au fond, une association de cités qui se fait sur le respect des commandements de la loi. D'ailleurs, il y a cette phrase extraordinaire, n'est-ce pas, les lois de Moïse sont le droit politique des Hébreux. Voilà. Bon, François Guéry, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Le texte est particulièrement impressionnant et il y a derrière, évidemment, le rôle prodigieux d'un fondateur, d'un véritable fondateur qui est Moïse. Alors, je sors d'une lecture fort instructive. Thomas Mann, en 1943, a écrit un ouvrage collectif. Thomas Mann, vous nous parlez de Thomas Mann, avec Jules Romain, avec André Mauroy, qui retrace en fait... À quelle date ? 1943. Et c'est explicitement, si on veut, un ouvrage dirigé contre les nazis et leur prétention à écrire de nouvelles tables de la loi. Oui. Idée que d'ailleurs Nietzsche avait déjà assez fortement... fortement proposé, si je puis dire, dans son Zarathustra. Thomas Mann réécrit l'Exode, le livre de l'Exode, et raconte ce qu'a fait Moïse avec ce peuple d'esclaves, pas à proprement parler libérés, puisqu'il y a toute une négociation avec le pharaon. Et donc, Moïse emmène les Juifs au désert, sort d'Égypte, et donc il se retrouve évidemment sans la loi égyptienne, donc sans loi du tout. C'est ce que dit Spinoza. Il manque de loi, si je puis dire, et c'est donc Moïse qui va instituer un peuple à partir de ce qui est au départ un agglomérat d'esclaves, si on peut dire, libérés ou en tout cas lâchés tombés en esclavage. Dans la nature, oui. Pas des esclaves au départ. Alors le point qui est évidemment fondamental, ce sont les tables de la loi. Et donc Thomas Mann raconte d'une façon extraordinairement vivante, si on veut, la manière dont Moïse s'attaque à la rudesse de ce peuple d'esclaves et finit par en faire un peuple spirituel. C'est ça qui est, à mon avis, très important. Spinoza dit la même chose, de mœurs rudes, n'est-ce pas, de mœurs très rudes. Particulièrement, oui, ce sont des gens qui n'ont eu aucune éducation, qui étaient des esclaves, bien. Alors, ça commence par les moindres choses, c'est-à-dire que Thomas Mann retrace, par exemple, la façon dont Moïse leur inculque des règles d'hygiène, des règles de vie sexuelle policées. Et il descend dans le détail, la façon dont, par exemple, chacun doit veiller à ne pas laisser ses déjections, etc., à la vue des autres, la façon dont il devient interdit de coucher non seulement avec sa femme, mais avec la mère de sa femme, la sœur de sa femme, et même aussi quelquefois des garçons. Donc Moïse descend dans le détail et Thomas Mann écrit quelque chose de passionnant. Il en fait comme une sculpture à partir d'un bloc de glaise. Il forme un peuple spirituel et un peuple qui est, si on veut, le peuple de Dieu. Ce qui suppose cette chose extrêmement étonnante sur laquelle Spinoza passe, si on veut, à savoir qu'il y a un colloque singulier entre Moïse et son Dieu, qui se fait sur le mont Sinaï. Mais d'une façon plus générale, si on veut, Moïse apparaît comme celui qui reçoit
une inspiration de Dieu lui-même pour guider et former ce peuple juif pour l'éternité, pourrait-on dire. Et c'est ce caractère exemplaire, à mon avis, que je soulignerai. Oui, et alors Alexandre, qu'est-ce que vous pensez de cette description faite par Thomas Mann du peuple hébreu? C'est Thomas Mann, hein? Bon, alors qu'est-ce que vous... D'abord, c'est un texte américain de Thomas Mann. Oui. Tout ça, y compris le ralliement tardif d'André Mauroy, qui était quand même pétainiste au départ, c'est les faits américains. Et c'est effectivement une réflexion sur la démocratie américaine, dont Thomas Mann va devenir un chantre, après avoir été, bien entendu, passé par toutes les modes, y compris les plus contestables, le nationalisme conservateur qu'il rejette complètement aujourd'hui. Dans les considérations d'un apolitique. Voilà, et donc là, c'est véritablement une véritable remise en cause, c'est une révolution intellectuelle de Thomas Mann qui est tout à fait passionnante à lire. Mais, bien entendu... Mais pour revenir au peuple hébreu. Alors, revenir au peuple hébreu. Eh bien, la République des Hébreux. La République des Hébreux, c'est un terme que, en fait, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas me répéter, qui est très lié à l'expérience d'Alexandrie et donc à l'existence d'une république grecque juive au travers du monde hellénistique. Mais auparavant, et bien auparavant, il y a déjà dans l'organisation de l'État juif, du premier royaume juif, du premier temple, des éléments qui sont une république. C'est-à-dire que dès la création du premier temple, avec Salomon et ses descendants, et même avec la pluralité des deux royaumes, nous avons une séparation de pouvoir, je dirais, à chaud, mais qui est d'emblée créée. Et donc, il y a véritablement là quelque chose qui est originaire. De même est originaire dans la République des Hébreux l'idée qu'il y a une créativité de la jurisprudence. C'est-à-dire que même si le Lévitique est une loi extrêmement dure, bien sûr, elle s'adresse à un peuple rude, tout cela est vrai, s'adresse surtout à l'Égypte. En fait, le Lévitique, qui est le premier code de loi dans la Torah, c'est un appel permanent à dire rompez avec l'Égypte. L'Itziat Misraïm, c'est pas seulement la fuite à travers le désert, c'est aussi la fuite de l'Égypte. C'est-à-dire que, par exemple, les prohibitions de l'inceste qui sont absolument permanentes s'adressent directement. Il n'y a qu'à regarder tout simplement l'anatomie de Toutankhamon ou celle de son père Akhenaton. Et on voit bien que les mariages consanguins étaient absolument... les plus, et ils n'étaient pas pour tout le peuple. C'était l'aristocratie, les iripates qui, eux, ne cessaient de s'entremêler. Et donc, le peuple juif dit, maintenant, nous rompons complètement et à jamais avec les mariages consanguins. Et donc, la consanguinité est condamnée sous toutes les formes et un certain nombre d'autres choses. Et donc, à la fois du point de vue anthropologique et du point de vue de l'organisation politique, eh bien, il y a une véritable séparation à chaud, mais qui est déjà la séparation des pouvoirs. Donc, rien de tel n'est tardif, n'est pas alexandrin, même si ensuite ça a été orchestré par la philosophie grecque, auquel les Juifs ont adhéré avec enthousiasme à partir d'Alexandrie, et pas nécessairement pour s'assimiler. Mais par contre, ce qui est originaire, c'est véritablement cette rupture qui date de la fuite d'Égypte et de l'instauration du premier royaume juif par Josué. Oui. Ah, Marielle, alors je me tourne à mon tour vers vous. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire dans la perspective qui est si intéressante et qui est la vôtre? Oui, je crois qu'en réalité, il ne faut pas oublier que Moïse vient de donner les tables de la loi. Or, dans ces tables, il y a « tu ne tueras pas ». Oui. Par conséquent, si on compare à ce dont on parlait la semaine dernière, à savoir Rome, où le fessial est à la fois prêtre et chef de guerre, on voit bien qu'il y a une séparation complète, puisque la guerre ne fait pas partie du programme juif. Les citoyens, les curites, sont les porteurs de lance, comme oui. C'est les hommes en armes. Oui. Oui. Donc là, il y a déjà une exclusion essentielle. Et l'organisation va se faire va se séparer, mais il ne faut pas oublier cette première exclusion.
D'autre part, il y a une chose aussi très particulière dans le judaïsme, puisque le Dieu n'est pas visible. Donc il n'y a pas de fonction de représentation. On a vu qu'il fallait faire une histoire pour expliquer comment il y avait un lien entre Jupiter et le prêtre, par exemple. Mais là, du fait que Dieu n'est pas visible, il y a une fonction de représentation différente. Et il me semble que Moïse va justement instituer cette démocratie autour des valeurs qui sont assez mystérieuses, puisqu'on ne voit pas Dieu. Oui, Jean-François. C'est effectivement important, c'est que comme Dieu n'est pas visible, ça rend naturellement impensable la monarchie. C'est-à-dire que c'est pas par hasard, c'est qu'après viendra le roi, après sous Samuel, et ainsi de suite. Mais les Hébreux ont tout fait. Un certain nombre d'Hébreux ont tout fait pour ne pas céder, pour faire en sorte que ce système de tribus, que Spinoza qualifie aujourd'hui analogue à celui des États de l'Union, c'est-à-dire des Provinces-Unies. Des Provinces-Unies dans lesquelles il vivait. En fait, je crois que c'est profondément vrai. C'est-à-dire Spinoza méditant sur l'histoire juive, méditant sur les textes bibliques, et sur le fait que la grande nouveauté, c'est que Dieu est invisible. C'est ça le grand changement philosophique, anthropologique, religieux. Il pense, à partir des Hébreux, il pense la politique autrement. Et il pense, je pense, sur le mode de la démocratie, parce que c'est lié au fait que Dieu est invisible. Et donc la question de la monarchie, c'est très difficile à penser à ce moment-là. En tout cas, elle n'est pas naturelle. Oui, là, je vous rejoins tout à fait, Jean-François, parce que c'est une nouveauté. Quand j'avais évoqué, n'est-ce pas, les autres théoriciens modernes, et quelle modernité, celle de Bodin qui fonde la souveraineté, celle de Hobbes qui, lui, reprend l'idée du pacte et au fond, défend quand même le premier des droits de l'homme, qui est le droit à la sûreté, n'est-ce pas? On n'a pas le droit de vous prendre votre vie. Mais, ou plus tard, Locke, qui, lui, défendra le droit de propriété, mais tous sont quand même des théoriciens du gouvernement monarchique de la République. Ils sont républicains, mais ils sont pour des gouvernements monarchiques. Tandis que Spinoza, pour lui, effectivement, la démocratie, c'est le seul gouvernement capable de perpétuer la République. Alors, je voudrais dire d'ailleurs qu'il y a une conséquence à ce gouvernement démocratique, puisque François l'a évoqué, mais au lendemain du pacte, tous restent quand même égaux, n'est-ce pas? Tous restent quand même égaux. Et donc, du coup, eh bien, dans ces conditions, au fond, parmi les droits inaliénables, qui résistent au transfert des droits aux souverains fait par les citoyens lors du pacte, il n'y a pas seulement le droit à la sûreté, comme chez Hobbes. Il n'y a pas seulement le droit même à l'égalité, comme à propos des Indiens, les grands théoriciens Maran de l'école de Salamanque, les théologiens Vittoria Las Casas l'avaient affirmé. Il y a quelque chose de plus, et d'ailleurs qui est le but même de ce que Spinoza a écrit, c'est le droit à la liberté de penser. Le premier qui a défendu la liberté de penser, c'est pas tout à fait la liberté de conscience. La liberté de penser, c'est Spinoza, et je vous suis, ça découle effectivement de la dématérialisation de Dieu. Alors, donc, hélas, n'est-ce pas, le temps défile à toute allure. Donc, au fond, pourquoi s'être intéressé à la République des Hébreux? Bien, si je vous ai bien compris les uns et les autres, pour plusieurs raisons. La République des Hébreux met en place un pacte fondé non pas sur la guerre et la violence, vous y avez insisté, mais sur la loi. Et contrairement évidemment au monde romain, elle ne divinisait pas la puissance, puisque là, au fond, la place de Dieu est autre. Et dans ces conditions, évidemment, elle peut laisser une place beaucoup plus vaste à l'égalité et à la liberté. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour continuer notre investigation mercredi prochain. Philosophie, une émission de Blandine Kriégel sur Judaïque FM.